Donald Trump affirme qu'il pourrait mener une guerre contre l'Iran jusqu'à sa capitulation totale. À première vue, cela ressemble à une déclaration politique classique, un slogan musclé destiné à séduire un électorat. Mais en réalité, cette phrase cache quelque chose de beaucoup plus profond, car une guerre contre l'Iran ne serait pas seulement un conflit régional, elle pourrait redessiner l'équilibre stratégique du Moyen-Orient et peut-être du monde. Et surtout, il y a un point que très peu d'analyses mentionnent. Une guerre contre l'Iran pourrait déclencher trois dynamiques extrêmement dangereuses. Une crise énergétique mondiale, une confrontation indirecte avec la Russie et la Chine et un risque de guerre régionale généralisée. Alors la vraie question est simple, Donald Trump parle-t-il réellement d'une guerre ou d'une stratégie de pression maximale pour forcer l'Iran à capituler? Et surtout, les États-Unis ont-ils encore les moyens de gagner une guerre contre l'Iran? C'est ce que nous allons analyser. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et dites-moi en commentaire, selon vous, une guerre entre les États-Unis et l'Iran est-elle réellement possible? Première chose à comprendre, quand Donald Trump parle de capitulation totale, ce n'est pas une formule improvisée, c'est un concept stratégique et il s'inspire directement d'un précédent historique, la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, les États-Unis avaient exigé de l'Allemagne nazie et du Japon une capitulation totale et sans condition. Autrement dit, pas de négociation, pas de compromis, mais une transformation complète du régime. Quand Trump emploie cette expression pour l'Iran, il envoie donc un message très clair. L'objectif ne serait pas simplement de limiter le programme nucléaire iranien, l'objectif serait potentiellement de forcer un changement radical du régime iranien. Et c'est là que l'analyse devient intéressante, car depuis la révolution islamique de 1979, la République islamique d'Iran est devenue l'un des principaux adversaires stratégiques des États-Unis. Mais malgré des décennies de sanctions, d'isolement diplomatique et de pression militaire, le régime iranien est toujours là. Et même plus que ça, il s'est renforcé. Erreur d'analyse très fréquente, beaucoup imaginent encore l'Iran comme un pays isolé et affaibli, mais la réalité stratégique est très différente. Depuis 20 ans, l'Iran a construit un réseau d'influence militaire et politique extrêmement puissant au Moyen-Orient. Regardons simplement la carte. En Irak, les milices chiites pro-iraniennes sont devenues des acteurs majeurs. En Syrie, l'Iran a soutenu le régime de Bachar al-Assad et consolidé sa présence militaire. Au Liban, le Hezbollah est aujourd'hui l'une des forces militaires les plus puissantes de la région. Au Yémen, les rebelles houthis défient régulièrement l'Arabie saoudite et perturbe le trafic maritime international. Autrement dit, l'Iran ne se bat pas seul, il dispose d'un réseau d'alliés et de groupes armés qui forment ce que certains analystes appellent l'axe de la résistance. Et c'est précisément ce réseau qui rendrait une guerre contre l'Iran extrêmement complexe. Car une attaque américaine ne déclencherait probablement pas un seul front, mais plusieurs fronts simultanés. Imaginons un instant un scénario de guerre. Les États-Unis frappent des installations militaires iraniennes. La réponse iranienne serait presque certaine et elle pourrait prendre plusieurs formes. Première possibilité, des frappes de missiles contre des bases américaines dans la région. Deuxième possibilité, des attaques contre Israël. Troisième possibilité, une fermeture du détroit d'Ormuz. Et c'est là que la situation devient beaucoup plus intéressante, car le détroit d'Ormuz est l'un des points stratégiques les plus importants du commerce mondial. Environ 20% du pétrole mondial transite par ce passage maritime. Si ce détroit était bloqué, le prix du pétrole pourrait exploser et cela provoquerait immédiatement une crise économique mondiale. Autrement dit, une guerre avec l'Iran ne serait pas seulement une question militaire, ce serait aussi une guerre énergétique globale. Car derrière cette crise potentielle, il y a un enjeu encore plus stratégique, la rivalité entre grandes puissances. Aujourd'hui, l'Iran n'est plus totalement isolé. Il s'est rapproché de deux acteurs majeurs, la Russie et la Chine. Avec la Russie, la coopération militaire s'est intensifiée depuis la guerre en Ukraine. Les drones iraniens ont joué un rôle important sur le champ de bataille. Et en échange, Moscou a renforcé sa coopération militaire avec Téhéran. Mais c'est surtout la Chine qui change la donne.
En 2021, Pékin et Téhéran ont signé un partenariat stratégique de 25 ans. Ce partenariat prévoit des investissements massifs dans l'économie iranienne et un renforcement de la coopération énergétique. Autrement dit, si les États-Unis attaquaient l'Iran, ils pourraient indirectement entrer en confrontation avec deux grandes puissances mondiales. Et c'est précisément ce qui rend le scénario d'une guerre directe beaucoup plus risqué qu'il n'y paraît. Car il y a peut-être une autre lecture, Donald Trump ne cherche peut-être pas réellement la guerre, il pourrait chercher la peur de la guerre, ce que l'on appelle en géopolitique la stratégie de pression maximale. Durant son premier mandat, Trump avait déjà appliqué cette logique, il avait quitté l'accord nucléaire iranien de 2015, puis imposé des sanctions économiques extrêmement sévères. Objectif, étrangler l'économie iranienne et forcer Téhéran à négocier un nouvel accord plus favorable aux États-Unis. Mais le résultat a été mitigé. L'économie iranienne a souffert, mais le régime ne s'est pas effondré et surtout, l'Iran a progressivement accéléré son programme nucléaire. Aujourd'hui, l'Iran est beaucoup plus proche du seuil nucléaire qu'il ne l'était il y a 10 ans. Plusieurs experts estiment que l'Iran pourrait théoriquement produire de la matière fissile pour une arme nucléaire en quelques semaines. Attention, cela ne signifie pas qu'il possède une bombe, mais cela signifie que le temps nécessaire pour la produire s'est considérablement réduit et c'est précisément ce qui inquiète Israël, car pour Israël, un Iran nucléaire serait une menace existentielle. C'est pourquoi les services israéliens ont déjà mené plusieurs opérations clandestines contre le programme nucléaire iranien. Sabotage, cyberattaques, assassinat de scientifiques, mais malgré ces opérations, le programme iranien continue de progresser et c'est ici que la situation devient réellement explosive. Car nous sommes peut-être en train d'atteindre un moment charnière dans l'histoire stratégique du Moyen-Orient. Pendant des décennies, un équilibre fragile a existé dans la région. Un seul État possédait l'arme nucléaire, Israël. Cette situation n'a jamais été officiellement reconnue, mais elle est largement admise par tous les services de renseignement. Cet équilibre implicite reposait donc sur une forme de monopole nucléaire israélien, mais si l'Iran franchit réellement le seuil nucléaire, cet équilibre disparaît immédiatement, et c'est là que commence la véritable inquiétude des stratèges. Car dans les relations internationales, une arme nucléaire ne provoque presque jamais une seule prolifération, elle en provoque souvent plusieurs. Autrement dit, si un pays franchit le seuil, les autres suivent. Premier élément fondamental, l'Arabie saoudite. Depuis plusieurs années, les responsables saoudiens envoient un message très clair. Si l'Iran obtient l'arme nucléaire, Riyad fera exactement la même chose. Le prince héritier Mohammed Ben Salman l'a déjà déclaré publiquement, l'Arabie saoudite ne restera pas passive face à un Iran nucléaire. Et ce n'est pas seulement une déclaration politique, car l'Arabie saoudite possède déjà plusieurs options stratégiques. Certains experts estiment que Riyad pourrait obtenir rapidement une capacité nucléaire grâce à sa coopération avec le Pakistan. Le Pakistan possède l'arme nucléaire et historiquement, les deux pays entretiennent une relation stratégique très étroite. Autrement dit, si Riyad décidait de franchir le pas, cela pourrait aller beaucoup plus vite que prévu. Mais ce n'est que le premier domino. Deuxième élément fondamental, la Turquie. La Turquie est membre de l'OTAN, mais depuis plusieurs années, Ankara mène une politique étrangère de plus en plus indépendante. Le président Erdogan a déjà exprimé un ressentiment très clair concernant la question nucléaire. Dans plusieurs discours, il a déclaré que le système international était injuste. Certains pays peuvent posséder l'arme nucléaire, mais pas les autres. Et surtout, la Turquie possède déjà l'infrastructure technologique nécessaire pour développer un programme nucléaire militaire si elle le décidait. Pour l'instant, Ankara ne l'a pas fait, mais si l'Iran devient nucléaire, la pression stratégique pourrait changer radicalement et ce n'est toujours pas terminé. Troisième acteur potentiel, l'Égypte. L'Égypte est la plus grande armée du monde arabe. Elle a longtemps joué un rôle central dans l'équilibre régional et même si le Caire reste discret sur cette question, plusieurs analystes considèrent que l'Égypte pourrait difficilement accepter un Moyen-Orient où plusieurs puissances régionales possèdent l'arme nucléaire sans en posséder elles-mêmes.
Autrement dit, nous pourrions assister à quelque chose de totalement inédit, une prolifération nucléaire régionale, et cela changerait radicalement les règles du jeu stratégique, car plus il y a d'acteurs nucléaires, plus les risques d'escalade, de mauvaises interprétations ou d'erreurs stratégiques augmentent. Un simple incident militaire pourrait alors provoquer une crise majeure, et c'est précisément ce scénario que les puissances occidentales cherchent à éviter depuis des années, mais ce n'est pas le seul problème, car une région avec plusieurs puissances nucléaires deviendrait aussi beaucoup plus difficile à stabiliser diplomatiquement. Les alliances pourraient évoluer rapidement, les crises locales pourraient devenir des crises globales, et les marges de manœuvre des grandes puissances seraient considérablement réduites. Autrement dit, si l'Iran franchit réellement le seuil nucléaire, ce ne sera probablement pas la fin de la crise, ce pourrait être le début d'une nouvelle ère stratégique au Moyen-Orient. Mais il reste une question fondamentale. Les États-Unis ont-ils réellement les moyens de mener une guerre contre l'Iran aujourd'hui ? Pendant longtemps, la réponse aurait été simple. Oui, après la fin de la guerre froide, les États-Unis étaient la seule superpuissance mondiale. Leur supériorité militaire était écrasante. Les interventions en Afghanistan ou en Irak semblaient confirmer cette domination. Mais le contexte stratégique a profondément changé. Et beaucoup d'analystes parlent désormais d'une nouvelle réalité, la saturation stratégique américaine. Premier élément, la rivalité avec la Chine. Aujourd'hui, pour Washington, la priorité stratégique numéro 1 n'est plus le Moyen-Orient, c'est l'Indo-Pacifique. La Chine est devenue la seule puissance capable de rivaliser économiquement, technologiquement et militairement avec les États-Unis, et la possibilité d'un conflit autour de Taïwan mobilise déjà une grande partie de la planification militaire américaine. Autrement dit, une grande partie des ressources militaires américaines doit être réservée à ce théâtre. Deuxième élément, la guerre en Ukraine. Depuis 2022, les États-Unis soutiennent massivement l'Ukraine face à la Russie. Cela implique des livraisons d'armes, un soutien financier, une pression diplomatique constante. Même si les troupes américaines ne sont pas directement engagées, ce conflit mobilise une part importante de l'attention stratégique américaine, et ce n'est pas un détail, car affronter indirectement la Russie tout en se préparant à une confrontation potentielle avec la Chine limite déjà la marge de manœuvre stratégique des États-Unis. Troisième élément, les tensions persistantes au Moyen-Orient. Même après le retrait d'Afghanistan, les États-Unis maintiennent des bases militaires dans plusieurs pays de la région, Irak, Syrie, Qatar, Bahreïn, Koweït. Ces bases sont régulièrement ciblées par des milices pro-iraniennes. Et cela montre une chose, même sans guerre ouverte, les tensions sont déjà très élevées. Mais regardons maintenant le cœur du problème. Une guerre contre l'Iran serait radicalement différente de la guerre d'Irak de 2003. Premier facteur, la géographie. L'Iran est un pays immense, presque 4 fois plus grand que l'Irak, avec un relief montagneux qui rend toute invasion terrestre extrêmement complexe. Deuxième facteur, la population. L'Iran compte près de 90 millions d'habitants, cela signifie une capacité de mobilisation militaire très importante. Troisième facteur, la stratégie militaire iranienne. Contrairement à Saddam Hussein en 2003, l'Iran ne cherche pas à affronter directement l'armée américaine dans une bataille conventionnelle. Sa doctrine repose sur la guerre asymétrique. Cela signifie des missiles balistiques capables de frapper des bases américaines, des drones, des cyberattaques, des milices alliées dans toute la région, des attaques contre les infrastructures énergétiques et surtout la capacité de perturber le trafic maritime dans le Golfe. Autrement dit, l'Iran n'a pas besoin de battre militairement les États-Unis, il lui suffit de rendre le conflit extrêmement coûteux et prolongé. Et c'est précisément ce type de guerre que les États-Unis cherchent désormais à éviter. Au fond, la question n'est peut-être pas seulement Donald Trump peut-il faire la guerre à l'Iran ? La vraie question est beaucoup plus profonde. Nous sommes peut-être en train d'assister à une transformation progressive de l'ordre géopolitique mondial. Pendant près de 30 ans, après la guerre froide, les États-Unis ont dominé l'ordre international. Le Moyen-Orient était largement structuré par la puissance américaine, mais aujourd'hui, cet équilibre est contesté.
tester. L'Iran cherche à devenir une puissance régionale incontournable. La Russie tente de revenir comme acteur majeur au Moyen-Orient, la Chine étend son influence économique et diplomatique dans toute la région et plusieurs puissances régionales, Turquie, Arabie Saoudite, Israël, poursuivent leurs propres ambitions stratégiques. Autrement dit, le système international devient de plus en plus multipolaire. Et dans un monde multipolaire, les crises deviennent plus difficiles à contrôler. Les alliances sont plus fluides, les calculs stratégiques deviennent plus complexes et chaque escalade comporte un risque de dérapage. C'est pour cette raison que les déclarations sur une possible guerre contre l'Iran sont suivies avec autant d'attention, car une telle guerre ne serait pas seulement un conflit régional, elle pourrait devenir un moment charnière de la rivalité entre grandes puissances. Et c'est précisément ce qui rend cette situation si stratégique. Si cette analyse vous a plu, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses géopolitiques. Et dites-moi en commentaire, selon vous, les États-Unis peuvent-ils réellement forcer l'Iran à capituler ou sommes-nous déjà entrés dans un nouvel équilibre de puissance mondiale? Je lirai vos analyses avec beaucoup d'intérêt et on se retrouve très bientôt pour une prochaine analyse.